comment on peut générer des collaborations pour révéler, adapter ses compétences. On va en discuter tous ensemble et merci d'être avec nous. Prenez place. J'ai avec moi Jean-Luc François, directeur général, fondateur de l'association. Allez-y, Jean-Luc François, venez avec moi. Je vous en prie, prenez place. Lionel Ditt, responsable de service études et prospective à la Chambre des métiers et de l'artisanat, non pas ici à Amiens, mais à Lille, cette fois-ci. C'est la même maison, hein, bien sûr, évidemment. Et Julien Cache, vous avez un cabinet conseil de relations humaines, formation, JL2C. Merci, messieurs, d'être ici avec nous. Alors, on va voir que forcément, quand on parle de management d'innovation, on le puise parfois dans la collaboration, dans également s'associer pour pouvoir aller plus loin. Et c'est ce qu'on va démontrer à travers vos différents exemples. Alors, vous avez pris la parole tout à l'heure, vous avez le micro qui est juste en face de vous. Je vais inviter Jean-Luc François. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Allez-y, prenez le micro, vous avez juste ici avec nous. Alors, c'est Eric, notre expert, qui vous a contacté pour préparer cette intervention. Quand il m'a relaté votre histoire, vous allez voir que c'est une vraie histoire humaine. On dirait bientôt un conte. Parce que c'est une belle histoire. Vous êtes un styliste, on peut le dire, de renom. Vous êtes connu dans la profession. Vous êtes une vraie référence. Vous avez connu, et vous connaissez probablement encore, toutes les grandes maisons de Paris. Et vous avez décidé au bout d'un moment de prendre un peu l'air de la campagne pour améliorer votre, respirer dans votre démarche. Vous me dites, si bien sûr, vous êtes à Amblin, c'est bien ça, dans la Somme? Oui. C'est ça, où vous ateliez. Exactement. Et puis là, un jour, vous avez Madame le maire, c'est bien ça, qui vient sonner à votre porte? C'est Monsieur le maire ou Madame le maire? Monsieur le maire. C'est Monsieur le maire, il dit, on voit que vous êtes monsieur quelqu'un d'important, on a besoin un peu d'un coup de main, on a des compétences autour de nous, et voilà, expliquez-nous cette histoire. Qu'est-ce qu'on voulait venu vous demander? C'est Monsieur le maire, mais c'est aussi la vice-présidente de la région des Hauts-de-France qui est venue me rencontrer, qui s'appelle Julie Riquier, et qui est venue nous rencontrer. Moi, en fin de compte, j'ai acheté une petite maison à la campagne, dans la Somme, pour venir me reposer, et aussi pour venir dessiner mes collections, parce qu'à Paris, c'était de plus en plus difficile, avec les équipes, tout ça. Bon, voilà, c'est une vie un peu chargée, voilà. En tout cas, bonjour à vous tous, merci de m'accueillir. Et moi, je travaille depuis très longtemps. J'ai travaillé 15 ans avec Monsieur Saint-Laurent. Après, j'étais chez Dior. J'ai aussi ma propre maison de couture, etc. Et puis, on a été un jour confronté à une réalité dans nos métiers. C'était quoi? C'était un changement au niveau de la création, de la consommation, un changement aussi au niveau de la fabrication. Et puis, nous sommes entourés de beaucoup de personnes qui sont au chômage. Voilà, donc dans nos métiers, ce qu'on appelle les métiers de la main, l'âge n'a pas réellement d'importance, homme, femme, ça n'a pas d'importance non plus. Nous, ce qu'on veut, ce sont des personnes motivées et qui sont prêts à découvrir ces métiers. On a énormément de reconversions aussi dans nos métiers. Donc l'histoire a commencé en réalité parce qu'on trouvait de moins en moins de gens qualifiés dans nos métiers de la couture. Donc on a créé l'association Jean-Luc François, donc qui porte mon nom, pour au départ s'occuper de jeunes qui étaient en rupture scolaire et rupture familiale. On était là pour leur faire découvrir les métiers de la main, les métiers d'art aussi, menuisier, ferronnier, etc. Et puis ça a eu énormément de succès. On a eu beaucoup de retours de personnes qui nous ont demandé d'apprendre ces métiers. Nous, sincèrement, on était plutôt contents parce que dans nos ateliers parisiens, on avait de moins en moins de personnes pour remplacer les personnes qui partaient à la retraite, parce qu'on avait oublié aussi on a oublié à un moment, on n'a pas pensé qu'il y ait des gens qui partiraient à la retraite. Chez Monsieur Saint-Laurent, par exemple, les gens qui sont rentrés chez Monsieur Saint-Laurent sont partis à la retraite. Ils ont fait toute leur carrière chez Monsieur Saint-Laurent. Voilà. Donc, on n'a pas pensé à cette passation de compétences, etc. Et voilà. Donc l'association, on a commencé à se poser la question, et de là, on s'est rendu compte qu'on était de plus en plus sollicité. Alors on a commencé à faire des premières formations de personnes qui sont à Pôle emploi et au RSA. Alors c'est vrai que c'est comme une école suisse, c'est très très carré. On prend peu de personnes. Voilà, il faut arriver à un résultat. Le résultat, c'est le retour à l'emploi.
Voilà, donc on a commencé à former des personnes et ça a eu du succès tout de suite. Et c'est là qu'on a été tout de suite sollicité par des grandes maisons, des créateurs, des ateliers de production, etc. Ça, c'était la première aventure. La deuxième aventure, on m'a demandé de faire une étude sur nos métiers et j'avais plus envie après d'aller sur des entreprises émergentes, sur des nouvelles entreprises, des nouveaux créateurs. Donc on a monté le premier incubateur textile habillement, école régionale des projets. Cette école s'est montée avec la région d'Île-de-France au départ, voilà, et on accueille des créateurs chez nous. On a 16 créateurs en résidence, on les accompagne sur le montage de la collection, la fabrication, parce que la fabrication c'est extrêmement important. L'idée ne suffit pas, on peut avoir les plus belles idées du monde, mais si le produit est mal fabriqué, mal calculé, ça fonctionne pas. Donc on les accompagne là-dessus, on les accompagne sur le lancement de la collection et on les accompagne également sur le démarrage de leur première production. Voilà. Tout ça, ça fonctionne, c'est devenu un peu petit et suite à cet achat de cette maison dans la Somme, parce que j'aime beaucoup le nord de la France, les élus sont venus me voir, on venait d'avoir le prix Accenture de l'entreprise innovante de l'année et les élus m'ont dit mais pourquoi vous ne montez pas un projet ici? Donc on a réfléchi, au départ on n'était pas vraiment chaud parce qu'on ne connaissait pas le terrain, c'était pas aussi évident. La ville de Ham, c'est quand même une ville où il y a un taux de chômage énorme. On est dans une zone, on est dans la Somme, mais pas du côté mer, mais du côté extrémité. On est sur une zone assez sinistrée, il faut le dire, il faut être quand même très réaliste. Et on a monté une annexe. Et sur cette annexe, on a travaillé en fin de compte sur la revitalisation des centres-bourgs. On a été accompagné par la région, par les ministères, par les fondations, par le syndicat de la mode de Paris, par la Fédération française du prêt-à-porter, par toutes les structures de mode. On a repris un ancien supermarché qui était une verrue au cœur de la ville parce que la rue principale n'a pratiquement plus du tout de magasins. On a repris un ancien ED, on a gardé la façade, on a fait un espace de formation d'excellence où on récupère des personnes qui sont licenciées d'entreprises textiles habillement, qui sont aussi licenciées d'entreprises qui délocalisent, voilà. Et puis on a ouvert la première coopérative, c'est pour ça votre étude m'a énormément intéressé parce que j'ai eu l'impression de me retrouver à chaque ligne, etc. On a ouvert la première coopérative labellisée Jean-Luc François parce qu'on s'est retrouvé aussi avec des personnes qui avaient beaucoup souffert en entreprise et qui ne voulaient plus retourner en entreprise textile. Donc le choix de cette coopérative, ça veut dire que l'espace formation permet de faire une remise à niveau, permet aussi vous savez, on est sur un territoire où dans les familles, il y a partout une machine à coudre et on s'est rendu compte qu'il y avait un héritage culturel familial dans la couture. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir en nous disant nous on veut rentrer dans votre espace de formation, mais on ne veut pas rentrer en entreprise après, on veut rentrer dans l'espace coopératif parce que justement cet espace coopératif, ça permet d'être indépendant, vous avez tout dit tout à l'heure, ça permet de prendre des décisions, de travailler sur des collections. Nous on a des partenaires par exemple comme la Lainière de Picardie, qui fait partie du groupe Chargeur, qui a investi de l'argent chez nous. Par exemple, cette année, quand on a fait le salon Made in France au niveau du textile, la Lainière a investi sur un stand pour mettre en lumière les ateliers de Ham, etc. De là, on a plein de marques qui sont venues nous voir et qui ont dit, nous, on veut travailler avec cette coopérative pour différentes raisons. C'est que le moyen de production a changé. Ça veut dire que maintenant, il y a des créateurs qui font des monoproduits. Il y a des créateurs qui font plus de saison. Il y a des créateurs qui sortent un produit par mois. Autour, ils font faire toute une communication parce qu'on travaille beaucoup sur les réseaux. Et voilà. Donc, au départ, en fin de compte, on n'a rien choisi. Ça a été le changement de monde, le changement de tout, au niveau du commerce. C'est pas parce qu'on vend sur Internet qu'on arrête de faire travailler des ateliers. Au contraire, quand on vend sur Internet, on veut faire de la proximité. Donc ça aussi, il faut le dire, tout n'est pas négatif, d'ailleurs rien n'est négatif. Au contraire, il faut profiter de ce qui se fait, et après, il faut le mettre
au goût du jour par rapport à votre structure, etc. Donc, par exemple, le 8 décembre, sur Public Sénat, c'est un samedi, à 21h, il y a un film de 52 minutes qui sort sur cette action qu'on a mis en place en Picardie. Donc tout le monde, vous pourrez tous voir cette aventure, parce qu'on est vraiment arrivé dans des champs de pommes de terre, des champs de betteraves, on a rencontré les gens. De là, la première info collective qu'on a fait à Pôle emploi nous disait qu'on aurait 4-5 personnes, on a eu 40 personnes. La deuxième info collective, on a eu 90 personnes. Et maintenant, sur la ville de Ham, on a des gens qui viennent d'Amiens. On a beaucoup de personnes d'Amiens, de Calais, de Saint-Quentin, de Lille, qui viennent sur ce lieu vraiment pour réapprendre le métier ou apprendre le métier, d'accord, puisqu'on s'occupe que de personnes adultes, mais aussi pour entrer dans cette coopérative et travailler sur des collections. Voilà, on voit à quel point vous êtes passionné. Vous m'avez dit pour pas rater votre reportage, parce que moi je vais réserver tout de suite. C'est quand? C'est dimanche prochain, c'est ça? Non, c'est le 8 décembre, le samedi 8 décembre à 21h sur Public Sénat. Il y a 52 minutes qui sort sur cette aventure. Alors c'est formidable. Je pense que c'est une belle aventure qu'on peut applaudir, bien évidemment, ici tous ensemble. Merci. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, vous avez réussi à créer d'innovation sociale, d'avoir trouvé cette coopérative, vous avez créé un contrat gagnant-gagnant, parce que ça vous permet d'être de pouvoir vous ajuster au mieux aux jeunes créateurs, aux collections, à ces collections capsules, comme vous aimez le dire, et en même temps à pouvoir satisfaire des compétences qu'il y avait sur un territoire où il y avait un besoin réel d'emploi, et vous avez su trouver ce contrat gagnant. Aujourd'hui, les perspectives de votre structure? Alors, la perspective, c'est que on est content parce qu'on est de plus en plus sollicité. En plus, il faut pas croire, dans la mode, on n'est pas débile. Je veux dire, on est très ouvert sur beaucoup de sujets, et il y a de plus en plus de marques qui sont extrêmement très pointilleuses sur la traçabilité. La traçabilité, c'est vraiment le Made in France, c'est une vraie étiquette. Nous, on a des créateurs, ils vendent 70% de leurs produits à l'étranger. Donc, quand il y a Made in France dessus, sincèrement, ça se vend comme du petit pain, voilà. Je veux dire, si c'était fabriqué dans d'autres pays, même d'Europe, ça fonctionnerait pas. La deuxième chose, la traçabilité, parce que, par exemple, là, on a 2 créateurs qui sont venus de Paris à Ham, parce qu'ils voulaient rencontrer les façonnières, ils voulaient voir comment leurs produits étaient fabriqués, la qualité de montage et la qualité du lieu. Donc ça, c'est très important. Donc on a décidé avec la région des Hauts-de-France, parce que la région des Hauts-de-France est vraiment derrière nous, on a décidé de vraiment ouvrir ce lieu beaucoup plus. On va ouvrir le premier Fab Lab rural. Alors ça fait un peu bizarre quand on dit ça, pas du tout. On va mettre un espace avec des machines à disposition, parce qu'il y a aussi un public rural qui a besoin de refaire ses doubles rideaux, qui a besoin de, je sais pas, réparer la combinaison de son mari, etc., etc. Donc on va ouvrir ce Fab Lab bientôt. D'ailleurs, on est en plein travaux. Sur ce Fab Lab, ça permet aussi de former des personnes du territoire qui vont pouvoir accompagner les personnes sur le Fab Lab, parce que on ne fait que du local. C'est-à-dire, on forme les formateurs. Donc, alors bien sûr, j'ai mon équipe de Paris qui vient, mais ils viennent soutenir, ils viennent donner des coups de main, ils viennent amener un plus sur un module, etc. Mais on fait du 100% local. C'était vraiment la décision de départ de faire du 100% local. Sur les perspectives, par exemple, il y a une marque que vous connaissez peut-être tous qui s'appelle Veille, qui est une marque française très très connue, 3e génération. Produit, je veux dire, c'est toujours la même famille qui gère cette maison. Veille a décidé de nous faire maintenant toutes les pré-collections sur la ville de Ham. Voilà. Parce que eux, ils sont sur Laon. Laon, c'est pas très loin de Ham. Et pour eux, c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus intéressant de faire ces pré-collections chez nous. Voilà. On ouvre aussi un espace pour les créateurs, parce que c'est pas parce qu'on habite à la campagne que les créateurs peuvent pas venir, au contraire, parce qu'on a de plus en plus de créateurs qui demandent à venir monter leur collection chez nous, mais venir eux-mêmes. Donc on fait un mix un peu de tout ça, et on ouvre un atelier pour les enfants, parce que je considère que il faut cette éducation du savoir-faire, on doit la commencer très tôt.
Ça veut dire qu'on doit faire découvrir aux enfants d'autres métiers et on doit leur faire découvrir les métiers de la main. Voilà. Si on veut remplir nos ateliers, puisque nous on est sollicités pour monter maintenant ce projet ailleurs, on a une délégation du Québec qui est venue nous voir. Ils voudraient monter la même chose au Québec parce qu'ils ont les mêmes problématiques que nous. Voilà, en France, il n'y a pas que des problèmes. On les a dans le monde entier. Donc, il faut les résoudre. Il faut, au contraire, être très solidaire parce que ça permet aussi de faire des passerelles entre les pays, les régions, etc. Nous allons d'ailleurs faire une très très belle passerelle entre la région d'Île-de-France et la région des Hauts-de-France, justement pour mixer le tout. Alors, un exemple formidable, hein. Je vous l'ai dit, ça ressemble à un conte, hein, dès le départ. Une belle aventure humaine, ça c'est certain. Eric, qu'est-ce qui est révélateur également dans cette expérience? J'avoue que ça m'a touché, hein. Personnellement, les échanges que j'ai pu avoir avec Monsieur François. Non, je trouve voilà, je parle un peu sous l'émotion, mais si l'innovation permet quelque chose, c'est en effet de transformer des choses qu'on n'imagine pas transformables. Hein, et je crois que c'est vraiment un magnifique témoignage de se dire, alors je vais parler de manière très basique, mais on avait deux mondes probablement qui n'avaient aucune raison de se rencontrer au départ. Et il y a une personne qui a fait le lien, pas une seule. Il y a eu forcément, on parlait du maire, mais il y a eu des personnes en effet. Et donc c'est aussi la rencontre. Hein, je pense qu'au départ, je dirais le moteur de l'innovation. C'est aussi ça, c'est l'autre, et la différence, c'est imaginer en effet des choses qui au départ étaient peut-être pas envisageables, même imaginables, et finalement progressivement, en assemblant, je dirais, ses compétences, ses envies, ses rêves, ses désirs, progressivement on peut concevoir, on parlait de design, mais on peut progressivement imaginer en effet des choses qui seraient au départ, qui paraissent fous, entre guillemets. Hein, et je trouve que c'est vraiment un magnifique exemple de se dire que finalement il n'y a pas de situation fatale, enfin il n'y a pas de fatalité. On peut toujours envisager, imaginer grâce à l'innovation des choses nouvelles. Et là il y a tellement d'éléments dans ces exemples. Là on parle d'innovation sociale, donc on est typiquement sur l'organisation coopérative, une nouvelle manière en effet, je dirais, de travailler. On parle en effet, et ça me paraît essentiel, les canaux. Hein, cette possibilité aujourd'hui grâce à Internet, mais pas seulement, mais je dirais cette mise en réseau des personnes, de pouvoir accéder à des marchés de âme qui, je dirais, autrefois auraient été difficilement envisageables. Mais on peut communiquer en temps réel, je dirais, des éléments, échanger, obtenir des informations, et donc on peut s'ouvrir des marchés qui hier ont été difficilement envisageables à cet endroit. Il y avait déjà des choses qui existaient, mais ça aurait été beaucoup plus long. Aujourd'hui, il y a une réactivité, il y a une vitesse dans la mise en œuvre qui permet d'imaginer des choses du moment que, je dirais, il y a les savoir-faire, il y a l'expertise, les compétences, et ça prend du temps. Et ce qui est très très intéressant aussi dans ce témoignage, c'est de voir qu'on investit dans la durée, donc ça demande des moyens. Là aussi, les parties prenantes sont essentielles pour rassembler ces moyens, ces financements. Il y a un modèle économique, il y a une taille critique à atteindre. Enfin, on en a pas mal discuté ensemble par téléphone, mais c'est vrai qu'un jeune créateur n'est pas forcément conscient de tout ce que ça va impliquer, en termes de coûts, en termes d'investissement. Et donc, c'est aussi, je dirais, une compétence progressivement à acquérir, et puis aussi un modèle économique à créer. Et je dirais ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est qu'il y a cet écosystème qui le permet. C'est-à-dire qu'à quelque part, on réunit ces fameuses conditions qui permettent le succès. Et c'est parce qu'en effet, il y a un moment, ces conditions qui sont réunies, qu'il y a des très beaux projets qui apparaissent et que progressivement, ça fait boule de neige et que des maisons plus traditionnelles se disent pourquoi pas. Et ce pourquoi pas, c'est ça qui, à quelque part, développe l'activité et crée en effet de l'emploi. Évidemment, il faut que ça soit rentable, mais créer en effet des possibles. Et je dirais c'est tout ça, entre guillemets, l'aventure, l'innovation. Et merci beaucoup, Monsieur François, pour ce témoignage. Voilà, alors surtout si vous voulez interagir, n'hésitez pas, que ce soit par l'application que vous avez sur les défis peut-être enregistrés dès le départ. Un beau témoignage, une belle réussite, y compris si vous avez des questions sur cette notion de coopérative, comment on peut en arriver, peut-être comment on peut la transcrire, parce qu'on peut l'imaginer et sur d'autres domaines. On dit souvent que le textile, chez nous, ça a quand même une image dans le Hauts-de-France d'une industrie sinistrée, et quand on voit comment vous arrivez à en faire un atout de nouveau pour notre région, c'est une belle voie de réussite qui mérite encore qu'on l'applaudisse évidemment au cours de cette matinée.
Alors, j'ai invité sur votre gauche, je vais laisser la parole à un homme qui est déjà chez lui, quasiment, même si vous venez plutôt de Lille, mais c'est la même maison, de cette Chambre des métiers et de l'artisanat ici en Hauts-de-France. Vous êtes responsable du service études et prospective. Bienvenue parmi nous, monsieur Lionel Ditte. Merci. Alors, évidemment, quand on parle de l'artisanat, on a souvent dans l'imaginaire, et vous allez nous conforter peut-être dans les faits, on se dit il y a un déficit, on a du mal à recruter dans l'artisanat. Est-ce que c'est l'idée préconçue ou est-ce que c'est vrai? Alors, bonjour à tous déjà. C'est une idée effectivement qui se confirme. Et c'est un constat qu'on a fait notamment au regard d'une étude qu'on a menée en collaboration avec les équipes de Pôle emploi Hauts-de-France, qui conforte effectivement que premièrement, l'artisanat apporte des débouchés certains, avec de multiples offres d'emploi, de multiples recrutements en région, et effectivement, un constat qui conforte un peu les idées reçues qu'on a depuis maintenant des années, qui est que l'artisanat et les entreprises artisanales ont davantage de difficultés de recrutement, alors même qu'en parallèle, elles proposent aux demandeurs d'emploi des opportunités d'emploi qui sont davantage durables. C'est-à-dire que les contrats qui sont proposés sont davantage des contrats de longue durée ou des CDI que les autres employeurs, je dirais. Donc le constat, il est effectivement celui-là. Il conforte effectivement les idées qu'on a maintenant depuis plusieurs années. Et à partir de ce constat-là, on a un peu prolongé la réflexion sur le marché du travail artisanal, les opportunités d'emploi dans l'artisanat, sachant que l'artisanat, quand on parle d'artisanat, on a derrière ce terme une multitude d'activités, une multitude de secteurs, de métiers. L'artisanat, c'est 250 métiers, c'est plus de 500 activités. On a eu un exemple avec Monsieur Boudet tout à l'heure de l'artisanat innovant, l'artisanat qui s'adapte aux nouveaux outils, au numérique. Tout ça, ce sont des enjeux qui sont face à l'artisanat, au monde de l'artisanat, face aux entreprises artisanales. Et l'enjeu du recrutement est également un enjeu central. On a l'habitude d'entendre, notamment sur les médias qui relayent ces informations-là, des pénuries de candidats dans certains secteurs d'activité, notamment le secteur alimentaire, le secteur du bâtiment, où on a toute une série de métiers qui sont considérés en tension. Donc l'enjeu du recrutement, il est central pour pouvoir justement permettre à ces entreprises artisanales de pouvoir mettre en face d'un besoin de recrutement un candidat qui correspond finalement à ce qui est recherché en termes de profil. Donc, on connaît à peu près en région le nombre d'emplois qui est ici sur la région de France qui est réclamé par les entreprises issues de l'artisanat. Alors, on sait que sur l'année 2016, on a eu plus de 200 000 recrutements dans l'artisanat en région Hauts-de-France. Alors qu'il s'agisse de recrutement d'un contrat intérim ou qu'il s'agisse d'un CDI, bien évidemment, tout type de recrutement. Donc ce volume de recrutement qui représente environ 14% des recrutements régionaux, tout confondu. Donc on a derrière ça de réelles opportunités. Avec bien évidemment derrière ces chiffres régionaux des disparités selon les secteurs d'activité et selon les territoires. Et donc on sait, dans le cadre du partenariat qui lie effectivement la Chambre de métiers et Pôle emploi, donc un partenariat qui est actif depuis maintenant plusieurs années et qui, de fil en aiguille, année après année, s'étoffe de plus en plus, et dont un des enjeux principaux est de rapprocher les équipes de Pôle emploi et de la Chambre de métiers, qui sont de part et d'autre au contact des entreprises artisanales, au contact des personnes qui recherchent soit une formation dans l'artisanat, soit un emploi dans l'artisanat, de faire qu'elles puissent d'une part se connaître sur les territoires, et puis d'autre part se parler, et puis savoir orienter les chefs d'entreprise, les demandeurs d'emploi ou les personnes qui sont en recherche de formation vers l'offre de services, nos offres de services respectives.
Ouais, l'idée de cette collaboration, c'est là toute l'innovation de votre démarche, c'est de pouvoir mêler ces deux institutions que vous représentez, avec chacun ses expertises, pour pouvoir justement performer ce recrutement pour combler ce déficit dans l'artisanat. Alors, il faut rappeler que bien que vous travaillez ensemble depuis quelques années, vous êtes en train actuellement de redéfinir comment vous allez recréer une approche, cette approche de recrutement en lien avec Pôle emploi. Alors oui, on a des liens de plus en plus étroits finalement avec Pôle emploi depuis maintenant 2013-2014. L'idée des travaux qu'on mène actuellement, alors c'est vraiment tout frais, on est vraiment dans cette démarche-là actuellement, c'est de se lancer dans des expérimentations territoriales qui, de par les constats et les grands enseignements de cette étude régionale que vous pourrez trouver d'ailleurs sur les sites web respectifs de Pôle emploi et de la Chambre de métier, donc de par ces grands enseignements, de voir comment sur les territoires, et en l'occurrence sur 5 territoires expérimentaux, comment se comporte le marché du travail artisanal, avec un objectif central qui est d'une part la remise en emploi des demandeurs d'emploi, et si elles peuvent se remettre à l'emploi dans l'artisanat, eh ben c'est tant mieux, et d'autre part la satisfaction des entreprises artisanales, des chefs d'entreprise artisanales qui recherchent des candidats, qui peinent à trouver des candidats, et qui, peut-être que M. Boudet, s'il est encore là, pourra en témoigner, ou d'autres entreprises artisanales si elles sont dans l'assistance. Une entreprise artisanale, il faut bien savoir que c'est bien souvent une personne seule qui assure à la fois le côté production, à la fois le volet administratif, le recrutement, et finalement tous les aspects d'une entreprise. Et donc le volet du recrutement est parfois mal connu, mal appréhendé par les chefs d'entreprise, qui n'ont pas forcément les bons réflexes de se tourner vers les organisations qui sont compétentes en la matière, ou qui parfois restent sur des a priori ou des mauvaises expériences, et du coup ne veulent pas renouveler une expérience qui est chronophage, qui peut être coûteuse et qui ne peut parfois pas aboutir sur un résultat. Donc l'idée, ça a été vraiment de partir des territoires. Donc ça, c'est le premier maître mot, c'est le territoire. Voir dans quelle mesure le territoire, quelles sont les caractéristiques du territoire en termes du marché du travail artisanal, si on peut le dire comme ça. Le deuxième maître mot, c'est le partenariat, parce que sur ces territoires-là, a été vraiment engagé de réelles dynamiques et de réelles synergies entre les équipes Pôle emploi et Chambre de métier. Pour avoir animé un peu les travaux qui se sont passés sur les territoires, au départ, quand on a commencé à faire le tour des territoires, on a été un peu perçu comme qu'est-ce qu'on nous demande encore en termes de travaux supplémentaires, alors qu'on se plaçait dans une logique de réaliser finalement un diagnostic du territoire qui avait pour objectif de satisfaire, encore une fois, soit le volet demande d'emploi, soit le volet offre d'emploi. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'il y avait un réel besoin, et on était sur du gagnant-gagnant entre les équipes Pôle emploi, les équipes Chambre de métier, qui tout simplement ont appris à se connaître, ont partagé des choses très simples, que ce soit l'offre de service des uns et des autres, ou alors des visites de sites, des visites de centres de formation de la Chambre de métier, pour se rendre compte effectivement quand on parle de soudure en bâtiment, qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste finalement d'être sur un poste de travail qui consiste à souder des pièces métalliques. Ce sont des choses toutes simples, mais qui finalement concourent à créer du lien sur les territoires. Et puis le troisième maître mot, c'est la compétence. Une des principales innovations de cette démarche-là, ça a été l'approche compétence. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire en s'intéressant justement au marché du travail artisanal? C'est de regarder d'un côté quelles étaient les compétences attendues par les chefs d'entreprise artisanales qui recrutaient, et de l'autre, quelles étaient les compétences détenues par les demandeurs d'emploi qui cherchaient dans ces métiers-là. Et de fait, en mettant ces compétences attendues, détenues en face à face, on avait la possibilité d'identifier les écarts de compétences qui potentiellement derrière pouvaient
déclencher des actions de formation ou des actions de mise à niveau, d'actions de formation modulaire, de sensibilisation au métier, ou j'en passe. Alors on voit bien la plus-value de s'intéresser directement au territoire, d'avoir cette démarche et de s'intéresser aux compétences. Vous avez dit quelque chose de très intéressant et je pense que ça a éveillé beaucoup les organismes, les entreprises, les artisans, tout seuls n'ont pas forcément le réflexe de s'adresser aux organisations qu'ils ont à leur disposition. Et c'est une réalité. Est-ce que c'est un atout? Évidemment, qu'est-ce que ça nous offre ce réflexe-là? On le retrouve dans les entreprises que vous côtoyez, que vous aidez? Oui, bah c'est vrai que le côté institutionnel fait un peu peur, entre guillemets, notamment quand c'est toute petite structure, TPE, hein, on parle d'une ou deux personnes. Donc c'est vrai que Pôle emploi, alors Chambre des métiers, généralement ils sont plus familiarisés, ils ont pu avoir des formations, ils ont déjà pu rencontrer, mais c'est vrai que les gens, puis c'est une question de temps, hein, je dirais c'est toujours pareil, je dirais à un moment donné on est pris par son exploitation, on parlait produire, vendre, gérer, on a déjà tout ça à faire, donc en plus aller chercher pour aller recruter des liens avec des institutionnels, ça vient pas spontanément à l'esprit, je dirais, des artisans. Et donc, heureusement, et bravo pour cette démarche, on va dire innovante, c'est vrai que le fait d'avoir des interlocuteurs qui permettent justement de faire le lien et trouver, je dirais, des ressources dont le petit artisan, la TPE n'a pas forcément capacité à avoir, c'est vrai que ça ouvre des possibles, là encore. Et surtout, ce que je pense fondamental, c'est aussi de l'accompagnement et dans la durée. Hein, parce qu'on parlait ici, en effet, entre guillemets, des expériences passées qui peuvent parfois être des échecs. Hein, et pour un artisan, ça peut être dramatique. Hein, il y a des artisans qui peuvent déposer le bilan parce qu'en effet, le recrutement n'était pas le bon et ça leur coûte tellement que finalement, ils abandonnent. Donc, je dirais, c'est quand même une réalité quand on est chef d'entreprise, de TPE, que de pouvoir en effet s'adresser aux bonnes personnes et pouvoir trouver des relais et avoir en effet les moyens. Juste un point qui me paraît vraiment important, essentiel aussi, et j'y tiens, c'est le renouveau de l'artisanat. J'aimerais juste dire un petit mot là-dessus. C'est vrai que l'artisanat a une image un peu ancienne, hein, on parlait de métiers ancestraux, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où l'artisanat a toutes ses chances et plus que jamais, hein, et bénéficie justement d'une aura qu'à quelque part, je pense notamment à l'industrie ou à la grande distribution, qu'elle n'a pas, qui n'ont plus, entre guillemets. Et pourquoi? Et je tiens à souligner ces deux points. Le premier, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire. Hein, il y a quand même une tradition, notamment en France, et je pense qu'on a cette chance, en effet, de ces métiers. Et donc, derrière, je dirais, ce savoir-faire, il y a la qualité. Il y a une volonté et je dirais, on parlait même d'excellence. Alors, j'irai peut-être pas systématiquement jusque-là, mais en tout cas, il y a une volonté de qualité avec une vraie démarche, un vrai savoir-faire. Et aujourd'hui, dans un monde, en effet, où le consommateur est parfois, sait plus trop à quel sein se vouer. Hein, si on prend dans des métiers comme les métiers de agroalimentaire, tout ce qui est les métiers de la bouche, c'est vrai qu'on a eu pas mal de scandales, etc. Retrouver des artisans dont on a une traçabilité, une visibilité, et on sait à qui on s'adresse, et à quelque part on sait d'où vient, je dirais, le produit, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Et donc, ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est, contrairement à ce qu'on a pu croire, Internet est une chance. En fait, cette mise en réseau, la possibilité d'accéder à des marchés que l'artisan n'aurait pas spontanément, alors peut-être pas la TPE tout seul, mais là on l'a vu avec Indeside, ils vont en effet chercher des yachts qui sont dans le monde entier. Je dirais là encore, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, ça n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, c'est possible, hein, parce qu'il y a en effet cette possibilité de trouver des partenaires dans le monde entier. Là, je parlais encore une fois de temps réel avec Internet, mais c'est vrai que cette mise en relation et cette mise en réseau permet des choses, d'accéder à des marchés, donc arriver à des tailles critiques sur des marchés, sur des métiers extrêmement pointus, ce qui autrefois n'aurait pas été possible. Et donc, à quelque part, la promesse qui était, je dirais, en effet, la qualité et l'excellence, peut être diffusée à grande échelle et du coup trouver des clients qui autrefois auraient été difficilement envisageables. Et je crois que c'est ça aussi qui explique, entre guillemets, pourquoi l'artisanat se vend en poupe et aujourd'hui recrute, et grâce, je dirais, à des institutionnels, à des structures institutionnelles comme la Chambre des métiers et le Pôle emploi, en effet, peuvent avoir aujourd'hui des relais et faire que l'offre rencontre la demande. Alors, je vous propose, on l'a bien compris, je vous invite à applaudir parce que et on souhaite évidemment
Un grand succès dans cette démarche et on a bien compris quels étaient les atouts de se rassembler pour la Chambre des métiers et pour Pôle emploi. Je vous propose de passer au dernier témoignage. Alors vous deviez être deux à l'origine, accompagné de Mathieu Lejoie qui est vraiment dans ce qu'on pourrait dire du fantasme de la créativité, qui travaille dans le cinéma d'animation entre guillemets et qui est membre de Noranime. Et vous c'est Julia Cache et vous tenez un cabinet conseil de formation et de RH. Alors ce que je vous propose c'est que je fais un petit peu l'histoire, votre rencontre, puisqu'on va parler de comment on peut fidéliser, comment on peut optimiser ses équipes dans un domaine d'activité où on fait appel beaucoup à une manœuvre assez particulière. On fait appel à ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Alors on n'est pas dans des intermittents tels qu'on peut l'imaginer dans un domaine précaire. Au contraire, ce sont des activités où là, sur des périodes relativement longues, des compétences extrêmement précises qu'il faut pouvoir garder pour ces entreprises à disposition à des moments précis. Alors, il n'existe pas de plan de formation de base pour ce type d'entreprise que tient Mathieu Liégeois. Il a assisté à une de vos sessions de formation et là, il s'est dit, un déclic, il y a un truc à faire pour que je puisse fidéliser et optimiser le personnel que je peux tenir à mes dispositions pour mes projets d'entreprise, mes projets de création. Alors, comment ça s'est passé, cette première rencontre, cette démarche ? Bon, j'excuse Mathieu, hein, il a un souci perso, il n'a pas pu venir ce matin. Donc moi, je fais du conseil et de la formation en ressources humaines et en management sur la région Hauts-de-France et en Normandie. Je travaille avec l'AFDAS qui est présent là, qui est l'OPCA du secteur du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Alexandre a parlé tout à l'heure. J'ai animé des formations, un parcours RH globalement, qui pouvait traiter notamment du recrutement, de la gestion des compétences, etc. Dans ce milieu-là, notamment, vous le disiez, dans les milieux de la création, on a beaucoup de situations d'emploi qui sont précaires. Alors pourquoi elles sont précaires ? Parce qu'en fait, quand les projets ont des durées de vie de 1 semaine, 3 mois, 4 mois, 6 mois, puis on repart sur un autre projet, etc. Et donc, l'attachement des professionnels est la plupart du temps beaucoup plus lié au projet qu'à l'entreprise, parce qu'ils font pas réellement partie des effectifs des entreprises. Donc voilà, je faisais une intervention, un parcours de formation assez long, une dizaine de jours sur la gestion RH. Mathieu, qui est donc co-gérant d'un studio d'animation audiovisuelle, globalement il fait du dessin animé, hein. Voilà, c'est ça, hein, animation audiovisuelle. Était intéressé parce que les questions qu'on abordait de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc globalement comment on prévoit au mieux les besoins qu'on va devoir satisfaire à l'aune de 3 à 5 ans, comment on arrive à le faire dans les sociétés où il n'y a pas de public captif, en ce sens que les salariés font pas partie des effectifs de manière continue. C'est déjà compliqué dans les entreprises où les effectifs sont stabilisés. Là, ça l'est encore plus parce que l'intermittence, généralement, on a tendance à dire que c'est l'intermittent qui se débrouille lui-même avec son niveau de compétence et c'est lui qui génère lui-même ses besoins en allant voir l'AFDAS en tant qu'importe en disant j'ai des droits, j'aimerais bien les faire cette formation-là, etc. Bon, voilà. Donc, il y a une sorte de gestion un peu en franc-tireur, hein. D'ailleurs, le secteur est concurrentiel entre les boîtes, mais le secteur est concurrentiel aussi entre les professionnels. Voilà, c'est un secteur assez concurrentiel. Pour une idée, comme ça, sur le bassin de Lille, hein, on a une vingtaine de studios de création audiovisuelle. Il y en a sur Valenciennes aussi. Et les Hauts-de-France, en termes de production, on est la 3e région de production sur le champ audiovisuel, avec la chance d'être en proximité avec l'Île-de-France où il y a des compétences disponibles aussi. Est-ce que vous avez répondu à la question ? Oui, évidemment. Oui. On imagine bien. Vous imaginez une entreprise, qui veut faire un projet sur un dessin animé, entre autres. Ils ont besoin de compétences, un ingénieur du son ou un ingénieur de montage. Et il a besoin pendant 6 mois de mission. Mais s'il est parti en formation, il n'est pas là au moment où il en a besoin. Et on peut pas en formation s'il a du boulot déjà. Oui. Et en même temps, ils ont besoin de se former de manière constante. Ouais. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer justement une gestion
comme une gestion de personnel d'entreprise classique, pour du personnel qui nous appartient pas, mais de leur offrir en même temps, du coup, du travail qui est structuré pendant toute l'année et un plan de formation qui est structuré pendant toute l'année. Et c'est bien ça que vous avez conseillé à l'aide de la structure Noranime. C'est ça qu'on est en train de monter. Il y a une association professionnelle qui s'appelle Noranime, en région de France. Elle a ceci de particulier, c'est qu'elle ne regroupe pas que des directions d'entreprise. Elle regroupe deux directions d'entreprise, mais également des écoles de formation, en formation initiale ou formation continue. Et elle regroupe des personnes physiques qui sont même les intermittents. Je pense pas dire de bêtises, il y a à peu près 120 adhérents à cette association-là, sur à peu près 250 professionnels de la filière. Du coup, cette question de gestion des compétences, si on peut pas la régler seul dans sa boîte, il faut bien qu'on arrive à se mettre autour d'une table à plusieurs, entre concurrents, pour pouvoir essayer de la gérer. Donc on a tâché de faire ça. Dans mon jargon, ça s'appelle une GPEC sectorielle, gestion prévisionnelle des emplois et compétences liées au secteur de l'audiovisuel, de l'animation audiovisuelle. On a réuni pendant une petite année, pas tous les jours évidemment, à fréquence régulière, une dizaine de professionnels de la filière, administrateurs, auteurs, directeurs artistiques, responsables RH, quand il y en a dans certaines boîtes, il y en a, pour essayer de se mettre d'accord sur que produit la filière ici en France. Quel est son champ d'activité, quels sont ses domaines de compétences et quelles sont les missions. À la suite de ça, on a tâché de se mettre d'accord sur les métiers qui sont pratiqués en région. Et on fait ce qu'on appelle une cartographie des activités et des compétences, c'est-à-dire qu'on vient illustrer l'image d'une filière, à la fois dans ce qu'elle produit, donc les biens qu'elle produit, les missions qu'elle se donne. Quand on dit mission, tout à l'heure ça a été évoqué, mais mission, vision, en tout cas, voilà, la mission, c'est à un moment donné, je mets en œuvre des choses pour remplir un objectif. Donc se mettre d'accord là-dessus, se mettre d'accord sur les métiers, donc qui sont les gens qui viennent à un moment donné faire ce boulot. Aujourd'hui, cette carto, elle n'est pas encore en ligne parce qu'il y avait l'AG de Noranime hier soir et donc ils devaient voir comment ils allaient mettre ça en ligne. On a déjà mis en place d'autres choses. Une carto en ligne avec à peu près une quarantaine de fiches métiers. Alors ça paraît anodin parce que les fiches métiers, on peut les retrouver. Il y a des filières professionnelles qui sont constituées depuis longtemps, qui ont des référentiels métiers, où il y a des formations qui existent, etc. Là, on est sur une filière encore assez jeune et on est surtout sur une filière qui est impactée technologiquement très souvent. La mise à niveau des professionnels sur la technique est très importante. La 3D, la 2D sont des choses qui évoluent beaucoup. Pourquoi je disais ça ? Oui, je ne sais plus, mais bon. Vous avez, oui, on voit bien combien ces fiches métiers que vous avez recentrées, elles sont centrées sur votre cœur de métier. Elles sont centrées sur leur cœur de métier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que autant on peut avoir des filières professionnelles qui sont outillées là-dessus, autant là c'est pas le cas. Et le travail était un peu une expérimentation, même au niveau national, parce que même les syndicats professionnels n'ont pas encore pris le temps, consacré le temps pour pouvoir produire ces référentiels-là. Alors, le référentiel, c'est pas simplement un joujou RH pour les gens comme moi, c'est aussi à un moment donné une référence pour celui ou celle qui rentre en formation initiale, qui doit convaincre ses parents de payer 40 000 € d'études pour pouvoir aller faire un boulot de bâton de chaise, c'est-à-dire en situation précaire, dans des boîtes avec d'autres geeks que lui, etc. C'est ça la réalité du secteur, hein. Donc il faut bien qu'à un moment donné on puisse donner des jalons. Un référentiel professionnel permet de faire ça. Il permet de recruter. Parce que oui, je monte une boîte, je sais pas, voilà, comme Alex, je monte une boîte avec un copain, on monte le truc, etc. Puis on appelle un autre qu'on connaît, etc. Mais après, à un moment donné, on grandit. Il faut qu'on recrute des gens qu'on connaît pas, sur des métiers qu'on connaît pas forcément. Il faut bien à un moment donné s'appuyer sur des choses qui fassent sens sur le marché du travail. Entre ma vision et mon besoin et ce qui est disponible sur le marché du travail,
des fois cette notion d'offre et de demande, on pense qu'on est du beau compte et du bâton quand on fait une offre d'emploi, sauf que des fois c'est nous qui nous retrouvons parce que quand on fait une offre d'emploi, c'est qu'on est en demande. Donc voilà, il y a ces outils-là, on a essayé de les mettre en place. Le gros du boulot, c'est pas tant les outils, le gros du boulot, c'est la question de la posture. La posture du chef d'entreprise ou la posture du professionnel lui-même, d'être toujours, c'est là où du coup ça rejoint un peu notre thématique de ce matin, d'être dans la question de l'innovation. Il y a un mot qui manquait tout à l'heure, je l'ai pas dit, je l'ai gardé pour moi maintenant, mais dans la carte mentale là tout à l'heure. On prend note. C'est celui de la contrainte. On innove parce qu'on est contraint. On innove parce que sinon on crève. Sinon, quand ça va bien, moi, le travail, c'est pas ma passion. Je préfère rester avec mes gosses à la maison et m'occuper de mes passions perso. Donc, on innove aussi parce qu'on est contraint à le faire. Sinon, la boîte va couler, etc., etc. Et c'est pour ça que j'évoque cette question de posture. Elle est importante et elle doit être cultivée quasiment tous les jours parce que l'environnement de travail change, les technologies changent, les besoins des clients changent. Donc forcément, les ressources que je vais mettre en avant, qu'elles soient des ressources matérielles et technologiques ou qu'elles soient des ressources humaines, il faut qu'elles évoluent aussi. C'est pas parce qu'on est compétent aujourd'hui qu'on le sera demain. Voilà. Et ça, c'est vraiment des questions de posture. C'est pas simple. Et c'est pas simple, a fortiori, pour des secteurs d'activité qui sont peu structurés ou des secteurs d'activité qui sont jeunes. Et c'est exactement ce que vous offrez. En réalité, c'est une vraie... J'offre. Enfin, avec je me fais grassement payer pour ça. Cette collaboration, parce que c'est vraiment le thème de ce débat. Vous avez réussi, vous êtes en train de mettre une collaboration entre professionnels qui sont à la fois concurrents, des acteurs, des formateurs, pour pouvoir structurer une profession afin de non seulement l'optimiser et en même temps fidéliser des compétences à ce cœur du métier. Je voulais souligner quelque chose tout à l'heure par rapport aux acteurs de l'emploi, alors que l'emploi et de la formation, que ça soit les centres consulaires ou Pôle emploi ou les OPCA a fortiori. Heureusement que ces acteurs-là existent pour faire le pont, en fait. Parce que quand on est tout seul, moi je suis chef d'entreprise aussi, hein, d'ailleurs plutôt artisan d'ailleurs, mais quand on est seul dans le pilotage d'une entreprise face à une difficulté, le premier réflexe c'est pas d'aller chercher de l'aide à l'extérieur ou d'aller chercher un expert qui pourra nous aider, parce qu'en plus ça coûte, ça prend du temps, etc. Quand on investit dans une machine, alors, me prêtez pas de mauvais sentiments sur cette analogie, mais quand on investit sur une machine, on fait faire plusieurs devis, on compare, on prend une garantie, etc. On finit par faire son choix et la machine se met en marche. Et puis normal, on fait de la maintenance, etc. Ça coûte cher. Quand on recrute des gens, on investit beaucoup au départ. De quoi j'ai besoin? Forcément, j'ai évidemment besoin du mouton à 5 pattes, hein, comme tout le monde. Hein. Bon, voilà, mais je vais prendre ce qu'il y a sur le marché, je vais m'en débrouiller. Et puis, on considère que l'achat, entre guillemets, étant fait, la personne doit pouvoir mettre en œuvre elle-même ce que je lui ai demandé. Eh ben non, ça fonctionne pas comme ça. Un professionnel au travail, il a besoin de maintenir, alors de maintenance ou de maintenir, vous voyez bien où je veux en venir, ses compétences. Il a besoin d'être remis face à un poste de travail qui peut être évolutif, etc., etc. Ça peut paraître du bon sens, mais c'est plus facile à faire avec une machine qu'avec des gens. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous invite à applaudir également pour en discuter encore davantage, bien sûr, puisque on arrive à la conclusion, je vous en prie. Je me permets, j'ai triché tout à l'heure. Je suis allé sur Internet pour regarder l'étymologie de design. Et alors, design, ça vient de l'ancien français. Je vais faire mon malin 2 secondes. Allez-y, pour le partager. Ça vient de l'ancien français, ça veut dire désigner. Ouais. C'est-à-dire marquer d'une empreinte. Et je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que le design, c'est une démarche, si j'ai bien compris, d'interaction entre un environnement et des hommes. Ouais. Voilà. Désigner, ça veut dire mettre du sens. Et je crois que c'est ça le plus important. On met du sens à la fois cognitif, qu'est-ce que ça veut dire, et puis directionnel, c'est-à-dire dans quel sens on va.